Bon, donc nous sommes dans le jardin de la rue de la Providence, qui a donné d'ailleurs son nom à la télévision, Télé-Providence. Et je reçois dans ce cadre qui n'est pas utilisé jusqu'à présent, Didier Massoul, qui est un chercheur tout à fait passionnant. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qu'il fait, parce que dans les colloques, souvent, le temps est limité, et puis ça part un peu dans tous les sens. Donc là, je vais essayer de mieux cibler le débat. Et je vais lui demander une première chose, dans un premier temps, c'est une question très simple, c'est-à-dire comment tu situes l'astrologie dans l'ensemble de tes recherches, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'astrologie, qu'est-ce que tu en penses, quel est son statut, voilà. Tu peux nous dire ton point de vue sur l'astrologie, d'un point de vue scientifique, épistémologique, social, anthropologique. Alors, donc l'astrologie, on s'aperçoit que chez les anciens, c'est complètement primordial, puisque sur plusieurs millénaires, on ne voit que ça. Tout ce qui est représentation graphique dans les cavernes, c'est toujours le ciel dans toutes ses représentations. Le ciel symbolique ou le ciel réel. Il peut servir de cadran solaire pour connaître les saisons, savoir quand la migration des animaux se fait pour revenir, pour retrouver une nourriture. Là, c'était la chose cartésienne, mais beaucoup plus symbolique après, dans le retour de la nature, mais une nature immatérielle. Donc, plutôt une nature des esprits. Donc, toujours relié finalement à un phénomène de saison quand même. Et donc, on s'aperçoit que toutes les représentations qu'ils ont faites en petites statuettes et en gravure sont toujours reliées à un logo, à un mythe. Donc à une astrologie qui est universelle, qu'on va retrouver dans toutes les mythologies et donc dans toutes les civilisations, puisqu'ils ont pratiquement les mêmes mots, pour montrer que c'est une parenté culturelle ancienne. Tu veux dire que le terme astrologie est universel? L'astrologie est universelle, puisqu'elle est tellement vieille qu'ils l'ont emmenée partout, dans toutes les cultures. Est-ce que c'est la même Toutes les migrations ont emmené le même système. Oui, il y a une diffusion qui s'est faite. Il y a un canevas commun, et après ils ont brodé un petit peu différemment. Mais on retrouve un point commun avec la culture maya chinoise, aborigène d'Australie, à notre mythologie, à notre astrologie. Il y a des choses complètement communes. Et après, bon, il y a des choses qui ont divergé dans le temps après. Et qu'est-ce qui faisait justement, qu'est-ce qui a fait l'intérêt de l'astrologie? Pourquoi est-ce que tous ces peuples se sont intéressés à l'astrologie? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Alors déjà, les 3 grandes fêtes chamaniques, c'était donc la création des calendriers pour savoir à quel moment faire ces rituels, retrouver les moments des saisons. Soit remercier une constellation qui deviendra un dieu, un génie, et à ce moment-là le remercier pour la nourriture ou les bienfaits qu'il peut avoir, ou alors faire des offrandes à un génie qui est plus difficile. Donc le remercier par avance pour des périodes plus difficiles qui sont moins clémentes. C'est l'histoire des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Oui, tout à fait. Il y a ceux qui sont généreux, c'est les bonnes saisons, et les moins généreux, c'est les saisons qui sont néfastes, où il n'y a rien à manger. Où là, on va faire plus de choses envers les dieux pour que la saison soit moins rude. Alors, par le froid ou par le manque de nourriture. Donc il y a une volonté de se concilier les astres, de neutraliser leurs effets négatifs. Oui, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit tous les rituels qui s'instaurent en face de ces phénomènes. C'est peut-être ça qui nous intéresserait, parce qu'on en parle pas souvent. C'est là qu'on va sortir toutes ces religions, tous ces mythes, puisque à une période étant néfaste, on va conjurer le mauvais sort. Ils vont l'exorciser, comme on dit. Et c'est là qu'on rentre dans des tas de pratiques qui vont être codifiées dans le temps. Oui. Alors ce serait peut-être intéressant. Et c'est la migration de toutes ces cultures qui emmène ces rituels qu'on va retrouver bien chez les Amérindiens que chez les Celtes. Et qu'on va retrouver dans les îles polynésiennes. Alors les formules d'exorcisme, enfin de protection, peuvent varier considérablement. Et on retrouve les mêmes symboles qui soient gravés dans les roches ou tatoués sur le corps humain. On va retrouver les mêmes symboles chez les Basques ou à l'île de Pâques. Mais alors, quelles sont les méthodes, les rituels les plus populaires pour justement se concilier les astres? Alors, pour s'en protéger, enfin je ne sais pas. On ne se protège pas tellement des astres. Les anciens se protègent des génies qui gouvernent les astres. Parce que maintenant l'astrologie dit que cette planète vous fait quelque chose, alors que les anciens disaient bien c'est un génie qui habite cette planète ou qui domine cette planète.
C'était une force qui dirigeait la planète pour les anciens, et non pas la planète elle-même, comme on dit maintenant d'une façon beaucoup plus simpliste. D'accord, oui, ça c'est une distinction importante. Donc on disait d'ailleurs que les astres sont les demeures des dieux. Voilà. Ce ne sont pas les dieux eux-mêmes. Oui, oui. Parce que c'est cette force qui a mis cette planète en telle constellation, en tel signe. Bon, c'est cette force-là qui est invoquée, et non pas la position de l'astre elle-même. Alors donc cette invocation, ces prières, comment ça se présente? Ce sont tu peux nous donner un exemple d'un texte qui pourrait servir d'invocation? La butte en blanc, on s'adresse à un dieu, on s'adresse au dieu, à l'ange ou au génie titulaire. Mais c'est toujours un génie qui deviendra un ange par définition linguistique. Mais c'est toujours un génie du ciel. Ça peut conduire par exemple à des talismans. Complètement. Oui, puisque le talisman représente justement chaque arme magique et la relié à une planète. Donc on se protège à l'aide d'un génie, qui est une planète à ce moment-là, ou un dieu gouvernant une planète. Mais il y a aussi ceux des constellations. On retombe un peu dans le cas de Jonas et de la baleine, c'est-à-dire que il faut qu'on prophétise pour justement, éventuellement, trouver un moyen que les choses n'arrivent pas. Voilà. Alors, les anciens ont donc vu qu'il y avait des choses qui étaient cycliques, qui se reproduisaient. Donc, pour prévoir éventuellement les inondations et les catastrophes, ils se sont mis à chercher des repères naturels, qu'ils soient dans le ciel ou dans la nature, que ce soit les prémices d'une catastrophe, pour éviter d'être tombés dans ces pièges-là. Et donc, toutes les civilisations sont sur la même latitude, donc que ce soit mexicain, Égypte, Chine, avec problème des crues. Ah oui, c'est vrai, il y a un problème de... Ils sont aux mêmes latitudes, ils ont les mêmes problèmes astronomiques. Donc Sirius leur indique la crue du Nil, ou de l'Euphrate, ou du Tigre en Chine. Le Tigre c'est l'Euphrate. Fleuve jaune et fleuve rouge en Chine, comme le Nil bleu et Nil blanc en Égypte. Donc c'est la même chose au Mexique. On retrouve donc la même chose chez les Mayas. Se prémunir d'une catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle qu'ils relient, qu'ils considèrent comme étant causée par les astres. Et oui, puisque l'astre, tel que le retour de Sirius, leur indique cette crue. Donc effectivement, dès que l'étoile réapparaît, c'est un signe dans le ciel qui leur indique qu'il faut se déplacer. En Amazonie, il y a un signe qui leur dit qu'il faut qu'ils se barrent, sinon ils seront bouffés dans leur sommeil par les fourmis rouges. Donc plutôt que d'être dévorés dans leur sommeil, ils préfèrent partir, changer de camp. Et encore là, c'est l'astronomie, qui est le calendrier universel, qui leur dit à quel moment il faut partir. Mais est-ce que l'astrologie est une forme de divination? Dans le sens où les autres ne savent pas lire le ciel, oui, c'est le devin qui, lui, devine ce que le ciel veut dire. Et la notion de présage aussi, ça veut dire... C'est relié avec. Oui. Si le présage est astronomique, il y a celui qui sait le lire ou pas le lire. Donc il y a celui qui devine le ciel. Alors, les astres, est-ce qu'il y a des dieux derrière les astres? Donc c'est ça, il y a toujours des astres, dieux l'expression de la astres, volonté de Dieu, ou des anges, une sorte de... Voilà. Sur la planète, en fait, c'est le domicile. Nous, on a une maison, elle est là, mais on n'est pas forcément dans la maison. Le Dieu, lui, peut être ailleurs, en train de faire autre chose. Mais alors, de cette pratique générale avec l'astrologie telle qu'on la pratique, il y a quand même toute une évolution. La tradition astrologique, c'est quand même autre chose que ce bain général de culture. Est-ce que l'astrologie telle qu'elle est aujourd'hui, elle a une légitimité? Elle est complètement dénaturée par rapport aux anciens qui avaient un cycle point vernal en taureau, avec tous les cultes du taureau, ah oui. Le point vernal en bélier avec tous les cultes du bélier. On est passé au culte du poisson, et l'astrologie n'a pas évolué. Elle est restée au point vernal en bélier. Ah d'accord. Pourquoi il n'y a pas eu cette mise à jour? Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Tu veux dire qu'il faudrait commencer le zodiaque au... Ils veulent faire du tropique, ils veulent faire du sidéral, et alors qu'en fait, ça ne correspond pas à ce que les anciens ont fait. Les anciens observaient, et c'était un signe naturel. Maintenant, on est sur un zodiaque fictif. On n'est plus du tout sur l'observation réelle en temps réel. Mais de toute façon, même les constellations, ce sont des découpages fictifs de cette manière. Alors, les constellations sont reliées au rythme lunaire et une partie d'étoiles qui sont en ensemble, qui, elle, a été une période. Donc toi, tu as une formation aussi d'astronome, en fait. Bien sûr. Et donc, tu connais plus ou moins les attitudes des astronomes par rapport à l'astrologie. Ah oui. Tu vas à la Société astronomique de France. Quelles sont les argumentations les plus virulentes contre l'astrologie que tu as pu entendre dans ces milieux que tu fréquentes?
Alors, déjà, il y en a une grande partie qui sont pour l'astrologie, mais qui ne le disent pas parce qu'ils sont décriés ou dévalorisés par rapport à leur travail. Donc, ils occultent tout simplement. Et certains font carrément de l'astrologie aussi. Ah oui, c'est alors qu'ils sont au CNRS, ils travaillent à Meudon. Bon, bah, ils sont. Moi, j'en ai même retrouvé un parapsy, donc frère astronome. C'est vrai, vous connaissez de vue, tu l'as retrouvé. Ah bah oui, parce qu'on était ensemble là, régulièrement, on se connaissait, on se tutoyait. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Bah, la même chose que toi. Puis c'est tout. Mais officiellement, il n'y a que moi qui en parle ouvertement. Les autres, pratiquement, n'en parlent jamais. Tu es l'ambassadeur de l'astrologie auprès des milieux astronomiques. Plus ou moins. C'est un statut qui te convient? Ah bah, ça ne me dérange pas pour le moment, puisque mon travail étant relié à tout ce qui est historique, oui, je suis obligé de connaître les différents systèmes issues. Donc je ne peux pas rejeter l'astrologie, qui est leur système purement et simplement dans les anciennes astrologies, les mythologies. Enfin, donc tu nous as parlé de la précession des arts précessionnels, mais bon, ça, ce qui est embêtant, c'est que c'est sur la très longue durée, ça, c'est plus de 2000 ans chaque fois. Oui, la moyenne 2005, mais bon, certains signes sont beaucoup plus longs. Et donc, par conséquent, tu penses qu'il y a des cultes qui se sont établis sur une très longue durée, en fait. Oui. Les civilisations sont restées fidèles à des schémas pendant très longtemps. Oui, oui. Et cette durée, ça a permis à ces schémas de devenir, de s'ancrer dans le psychisme, dans l'inconscient collectif, c'est ça? Oui. Donc nous nous sommes programmés quelque part pour être sensibles aux astres. Est-ce que c'est resté simplement un simple culte, une simple religion, ou est-ce que c'est maintenant quelque chose qu'on a presque dans le sang, le rapport aux astres? Est-ce que nous réagissons aux astres parce que nous les connaissons? Apparemment, la plupart des gens ne connaissent pas les astres. Non, mais il y en a beaucoup qui pressentent l'influence. Ne serait-ce qu'on va faire notre jardin, on a un calendrier de jardinier, ils se mettent en phase avec la Lune. Alors que beaucoup de scientifiques disent que c'est faux, et tout le monde s'occupe de savoir si on plante dans la nouvelle Lune ou en pleine Lune montante, pour savoir si ça va sortir ou pas. Combien vivent avec ça, ils ne s'occupent pas de savoir si le scientifique prétend que ça ne fait rien. Ils n'en ont rien à foutre de ce que dit le scientifique à la limite, parce que eux, c'est leur pressentiment. Là, on parle plutôt de l'agriculture, là, on ne parle pas de l'être humain. Et l'être humain et l'agriculture, c'est relié. Ah oui. Le problème de bouffer, c'est toutes les civilisations, depuis des millénaires, se sont occupées de savoir à quel moment ça poussait, et en quel rapport avec les astres ou pas, par rapport aux saisons déjà. Si on plante en hiver, on sait que ça ne poussera pas. Donc là, on sait très bien que c'est pertinent. D'un coup, quand on dit c'est l'influence de la Lune, ah oui, peut-être, peut-être pas. Bah, les marées, c'est bien la Lune. Pourquoi dire le contraire? Oui, mais on ne passe pas forcément si facilement du cas de la Lune au cas de Saturne ou de Pluton. Oui. Justement, Pluton, ce fameux Pluton, qu'est-ce que tu as pensé de sa disqualification comme planète En fait, dès le départ, tout le monde savait très bien que Pluton n'était pas une planète, mais elle a été considérée comme une planète après sa découverte. Il n'y avait pas encore cette catégorie de planétoïdes, d'astéroïdes ou de comètes comme Chiron et autres. Donc effectivement, c'est une autre époque. Il y a quelques années, on a découvert un objet, et c'est le seul que les Américains avaient découvert. Donc il fallait absolument que ce soit une planète qu'ils avaient trouvée, et pas le chef de file d'astéroïdes. Alors que maintenant, ils sont obligés de l'admettre. Et comme ils n'avaient jamais eu d'autres planètes, ils ne voulaient surtout pas qu'on la déclasse. Et alors donc, est-ce que tu crois qu'il faut la garder en astrologie, cette planète? Et pas plus elle qu'une autre. On a plein d'objets comme Cérès ou autres qui sont influents en astrologie. Certains l'utilisent, d'autres pas. Ça dépend de leur moyen d'interpréter. Et certains qui sont incapables d'interpréter Cérès en astrologie, ça bloque le thème, ils ne savent plus rien faire. Et pourtant, Cérès, c'est un symbole mythologique qu'on connaît de la mythologie grecque. Mais il y en a qui ne peuvent rien faire de Cérès. Ils n'arrivent pas à interpréter quelque que ce soit. Ils disent que le thème est bouché, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à l'interpréter. Alors que d'autres vont prendre n'importe quoi. Ils vont interpréter n'importe comment pour avoir raison. Ils l'interpréteront finalement. Ce qu'on a déjà vu dans les colloques. Oui. Alors j'ai deux questions. Alors d'une part, ces noms des planètes, est-ce que ça tient au sérieux, ces noms qui sont donnés aux planètes? Maintenant, c'est complètement une anarchie, puisque n'importe qui donne n'importe quoi. Oui. Avant, on pouvait dire qu'il y avait une influence cosmique sur un petit groupe qui met les astres.
Et voilà que maintenant, c'est très différent. Maintenant, n'importe qui donne n'importe quel nom, puisque ce sont des caméras qui en trouvent en très grande quantité. On est à plus de 600 000 planétoïdes. Voilà. 600 000, on ne peut pas faire d'astrologie avec 600 000 objets. On ne peut pas prendre non plus 3 millions de galaxies pour faire d'astrologie. À un moment donné, il faut arrêter de cumuler n'importe quoi. Même si ça a un nom qui peut ressembler à quelque chose de mythologique. Alors maintenant, on prend toutes les mythologies, qu'elles soient amérindiennes, scandinaves. Est-ce qu'il faut trouver des noms pour les objets d'un tout petit caillou de rien du tout, qui n'a même pas un astre, qui n'a même pas de corps, puisque en fait c'est qu'une poussière. On parle de planètes qui ont un cœur, un noyau, qui sont plus ou moins vivants. Et puis d'un coup, on parle d'objets qui ne sont que des pierres où il n'y a rien du tout dessus, qui n'ont plus d'âme. Ce sont des restes de planètes, qui n'ont même pas pu se concentrer en un seul bloc pour créer une planète. Oui. Alors d'un coup, on prend une pierre, puis on dit, tiens, elle fait quelque chose. Ah bon? Mais qui, quoi? Quelle est l'âme de cette pierre? Et qu'est-ce qu'elle anime? Et elle régit qui à ce moment-là? À part qu'elle nous tombe sur la tête, je ne vois pas ce qu'elle peut faire de plus, cette pierre. Et d'autre part, c'est des planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité. Ah oui. Donc les gens ne les avaient pas intégrées. Absolument pas, parce que pour eux c'était visible. La civilisation devait être visible. Voilà, c'est ça. Et maintenant on prend des objets invisibles, sauf dans certaines conditions. Il faut avoir des télescopes extraordinaires ou des moyens CCD extraordinaires. Elles sont invisibles à l'œil nu. Elles sont absolument pas visibles à l'œil nu. Donc il y a une poignée de gens sur Terre qui peut les observer, et donc on les compte sur les mains. Voilà, c'est pas une et les société. autres veulent interpréter astrologiquement un objet qu'ils ne verront jamais, qu'ils ne savent pas où il est. Ils ont une théorie sur papier qu'il est à tel endroit. Ils ne peuvent même pas vérifier si c'est exact ou pas, parce qu'on a vu les astronomes redire, ah ben non, on s'est trompé de temps, et on corrige 6 mois après les données. Alors qu'est-ce que pourrait faire quand quelqu'un te dit, oui peut-être, mais ça marche? C'est-à-dire que ça donne. Et ça, c'est la réponse de tous ceux qui veulent se justifier. C'est une maladie mentale, hein. Ils ont l'air d'avoir raison, ça marche, c'est tout ce qu'ils disent. Et quand on remonte comment, il n'y a pas de constat. Donc à ton avis, pourquoi ça marche quand même? Parce que... Le hasard a voulu que ça marche pour un cas, pour une personne. Alors pour eux, ils en déduisent que ça marche à tous les coups, si c'est comme ça, c'est systématique. Puis quand nous, on essaye, ben, on ne trouve rien, aucun résultat. Ou alors, ils prennent les degrés d'ordre fantaisistes pour dire que ça va marcher. Alors, comment est-ce qu'on pourrait prouver quelque chose en astrologie? Qu'est-ce que tu penses des travaux de Michel Gauquelin, par exemple? Est-ce qu'ils sont fiables ou est-ce qu'ils vont être considérés tôt ou tard comme n'étant pas viables? J'ai constaté qu'il y avait des méthodes astrologiques qui étaient viables pour nos parents, nos grands-parents. Ils sont venus les appliquer à des générations maintenant, ça ne tient plus la route. Donc il y a une remise en question. Pourquoi des aphorismes qui étaient valables du temps des grands-parents ne sont plus valables maintenant? Comment sait-on qu'ils ne sont plus valables? On ne peut plus faire de déduction, de définition. Avant, on pouvait se dire le signe des enfants, des petits-enfants, par rapport au simple thème des parents ou des grands-parents. Et maintenant, la méthode ne marche plus du tout. On parle aussi des accouchements provoqués. Oui. Et maintenant, c'est complètement obsolète, ces méthodes-là. C'était très fiable pour mes cousins, mes cousines, pour moi, ma sœur. Et maintenant, si j'applique ces méthodes-là, ça ne marche absolument plus. Je ne peux plus définir le signe des enfants. Ces méthodes sont complètement obsolètes. Donc il y a bien une modification quelque part, il faut trouver pourquoi. Tu peux nous donner des exemples de l'époque où ça marchait, avec des exemples concrets? J'ai fait le thème généalogique, astrologique de toute la famille, de mes grands-parents, arrière-grands-parents. Il y avait une continuité logique, on pouvait trouver les signes des enfants, et maintenant ça ne marche plus du tout. Carrément, le signe solaire de l'enfant était dans le Oui, thème dans ton thème. Tout à fait le définir, puis d'un seul coup, cassure de génération, il n'y a plus rien qui marche. Pourquoi? Ah, d'accord. Et alors, quelle est ton explication? Il y a une remise en question de l'astrologie, il y a quelque chose qui a changé. Il faut se mettre à jour dans notre système astrologique qui maintenant ne marche plus. Et qu'est-ce qui a pu se produire? Il y a une mutation, c'est évident, mais il y a une mise à jour à faire. D'accord. Tu veux dire que l'humanité aurait changé sa programmation? Oui. On a changé le contexte, maintenant c'est vrai qu'on ne subit plus la nature, maintenant on la contrecarre, la nature. On modifie beaucoup de choses, nous. Avant on subissait les saisons, maintenant c'est les saisons qui nous subissent, nous, avec nos influences, on détraque complètement le temps. Et là il y a une cassure complètement, pour ça beaucoup d'aphorismes ne tiennent plus la route maintenant. Alors revenons-en à tes travaux historiques, alors donc ça ce sont des généralités, mais travaux historiques, ça consiste à quoi? À montrer la pérennité de certains symboles ou, Oui.
Oui, côté historique archéologique, évidemment, on montre l'ancienneté de certains symboles qui remontent à 20 000 ans. Alors, quelles sont les observations les plus frappantes que tu as pu faire au cours de ta recherche? Les choses qui t'ont laissé un souvenir marquant, un sentiment d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir mieux compris certaines choses grâce à tes recherches? Il est évident qu'il vaut mieux chercher dans les calendriers. On comprend chaque civilisation, puisque chaque civilisation, chaque culture projette sa façon de vivre dans son calendrier. Donc on découvre comment chaque cité vit différemment ou au même rythme, puisque c'est la même culture qui s'est imposée. Donc il y a un calendrier s'immisçant. Donc tout ce qui est chinois ont le même calendrier, ont les mêmes traditions. Les autres ont une autre culture, c'est l'Inde. Ils ont un calendrier. Les autres pays indianisés ont une culture indienne. On a la culture de Mésopotamie, disons sémitique, et on a une culture précolombienne. Et tous les autres pays à côté ont un système commun. Donc on voit les régionalités qu'on peut, disons, dire par consanguinité de culture, on retrouve quelque chose de commun à ces cultures-là. Et si on remonte le temps, on retrouve quelque chose de commun avec l'Égypte et le sud-est asiatique, entre les Mayas et les Chinois. Et on montre une parenté de fêtes, de rituels qui sont communes, et après les migrations qui ont fait des différences de langage, de culture. Et il y aurait une sorte de berceau de l'astrologie Certainement. Ce serait où? On peut effectivement le situer sur l'Europe ou autour de l'Europe, effectivement, parce que les premières choses gravées, c'est 40-44 000 ans. On parle de la grotte de Lascaux, tout ça, des choses comme ça? Oui, mais beaucoup plus vieille que ça encore. Parce que Lascaux, c'est seulement 17 000 ans. Oui, mais il y en a d'autres, des grottes comme Chauvet. Qui sont à 30 000. Et donc, la tradition orale, la migration est partie en Australie et en Amérique il y a 60 000 ans. Ils ont gardé des choses communes. Maintenant, on parle plus de l'Europe que de la Mésopotamie pour parler de l'origine des cultes astro. En fait, la Mésopotamie, c'était un centre commercial qui a récupéré un peu tout. Et le Marduk, c'est le Mintruk du tibétain. C'est une culture asiatique qui est arrivée là, et puis ils ont repris et ils l'ont transcrit à leur façon. Justement, je fais une petite parenthèse. Tu es allé voir l'exposition sur Babylone au Louvre? Moi, j'ai été frappé par le problème de Marduk, justement, parce que c'est une sorte d'esquisse du monothéisme, Marduk. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un dieu qui prend le pouvoir ou qui récupère l'ensemble des forces. Et par définition, Mentruk ou Marduk, qui est le Mertuk du Tibet, c'est la première demeure des 28 demeures lunaires, c'est le point vernal. Et c'est elle qui gouverne. C'est l'astérix, comme on dit, en chef. C'est donc forcément le chef de Panthéon qui dirige tout le monde. C'est un peu le Jupiter ou le Zeus. Oui. Oui, c'est un petit peu, mais c'est encore différent, parce que Zeus, Jupiter, c'est une planète, alors que le Marduk, en fait, c'est la première des 28 demeures lunaires, donc c'est le premier, c'est le 0 degré de vernal. C'est une planète aussi un dieu, comme Jupiter. Jupiter est une planète pour les Romains, mais pour les anciens, c'est pas une planète du tout, c'est le point vernal, carrément. C'est donc ce qui dirige la vie. Tu veux dire que pour les Romains, Jupiter est automatiquement lié à une planète? Il n'y a pas un panthéon aussi chez les Romains qui dépasse complètement le nombre de planètes? Par exemple, Neptune et Pluton faisaient partie du panthéon romain, oui. Mais ce n'étaient pas des planètes. En fait. Non, ce n'étaient pas des planètes connues, mais c'était les frères de Zeus. C'était des symboliques, des élémentaires aériens. C'est-à-dire que toute la mythologie se serait constituée à partir des astres? Donc, parce que tout à l'heure tu me disais que d'une certaine manière, les astres n'étaient que les demeures des dieux. Oui, en fait, c'était les génies qui gouvernaient ces planètes-là. Mais il peut y avoir plus de génies que de planètes, en fait. Bien sûr. Donc les génies préexistent. Oui, mais il y a ceux qui avaient une demeure planétaire et les autres qui étaient considérés comme des constellations. Ah, d'accord. Donc il y avait certains. Oui, on voit ça chez Manilius. Il y a certains dieux qui ont droit à une planète et d'autres dieux qui doivent se contenter d'une étoile ou d'une constellation. En fait, l'étoile est devenue symbolique de la constellation. C'est l'étoile dominante la plus brillante, et bon, ça a été raccourci avec le temps.
Donc, comme un dieu comme Cérès, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, il n'avait pas droit à une planète, mais En fait, Cérès, c'est céréales. voilà. C'est Corée au départ. Corée qui devient Kérès. Le K est devenu C entre-temps, parce qu'on a changé l'écriture. Et Corée, Kéré, est devenu Cérès. Oui. Il donne le mot céréales. Mais la Sainte Vierge n'existait pas dans le zodiaque. C'est l'Église qui l'a instauré. Et ça, c'est le 15e siècle, où on a commencé les livres de prière, les livres des heures, où on a instauré ces signes astrologiques de l'Église pour définir les mois, les prières et les travaux. Exactement. Mais ça, c'est le calendrier de l'Église. La Sainte Vierge n'existait pas dans ce panthéon, c'était Corée. Et Corée était donc cette mère nourricière avec son premier épi dans la main, parce que c'est le premier épi de blé, le premier morceau de riz en Camargue, puisqu'on continue cette tradition des prémices du riz en Camargue. On a la première gerbe de riz, on va la faire bénir à l'église et on arrive avec cette gerbe dans les arènes. Et donc cette tradition qui est ancestrale, qui remonte à 6000 ans, on la voit déjà sur les rouleaux de Mésopotamie, où il y a le premier épi. Spica. Justement, tu viens d'évoquer les livres d'heures. Est-ce que tu vois un rapport entre le livre d'heures, la symbolique des livres d'heures, qui sont eux-mêmes des ouvrages qui recensent les travaux et les jours de l'année, et le zodiaque? Est-ce que tu as fait des rapprochements entre ces deux plans? Oui, alors ça, c'est plus le zodiaque des anciens, c'est ce que l'Église nous a légué. C'est pour ça que maintenant on parle de Gémeaux et puis de signes qui n'existaient pas chez les anciens. On l'a vu au colloque, hein, les Gémeaux, c'est pas deux petits garçons, mais un couple pour toutes les civilisations. Voilà. Bon, c'était la mère nourricière, mais c'était pas une vierge. Donc le zodiaque est complètement transformé, parce que l'Église nous a légué ce zodiaque-là. Elle a voulu supprimer la dimension du couple, la remplacer par Les enfants. par des enfants. Mais Ça, c'est issu de la tradition grecque, c'est les enfants. C'est pas du tout le zodiaque des anciens. Si on prend tous les vieux zodiaques, c'est un couple qui danse, qui s'accouple. oui, absolument. De même que le... Et le mois de juin, c'est bien le mois d'union de Junon. C'est l'union, le mariage. Oui, exactement. Donc c'est bien le couple. Le mois du Gémeaux. Oui, exactement. D'ailleurs, la notion de couple est beaucoup plus importante que celle de Gémeaux. Enfin, le mariage, ça fait partie de la Si on suit les traditions des anciens, on se mariait pas n'importe quand, on se mariait au mois de juin. Voilà, le mois des amours. Voilà. En mai, c'était l'arbre de mai où on fiançait les gens. On les mettait en couple. Si ça marchait, tant mieux. Si ça ne marchait pas, ben, on recommençait. Et puis le mois suivant, on les mariait. À partir du moment où il n'y avait plus les travaux des champs, qu'ils avaient tout le temps, on les mariait le vendredi. Par exemple, on voit qu'il y a le porc, par exemple, on voit la bataille du porc, etc., dans les livres d'heures. Oui. On tue le porc, on nourrit le porc, Oui. et le porc, il ne figure pas dans le zodiaque, comme ça se fait. Ben, à part le chinois qui a le porc, Oui. c'est vrai que nous, on Mais n'a pas cette il y a une espèce de... dimension. On trouve des lions, alors qu'on n'a pas de lions dans la vie courante. On trouve pas de porc, alors que le porc est si important dans notre nourriture. C'est donc quelque chose qui est un peu hybride. C'est-à-dire que ce sont des symboles, ce sont des séries symboliques qui sont quand même assez perturbées. Est-ce que tu as travaillé aussi sur le symbolisme du tarot, du Kemasu? Oui, il est relié forcément. Et dans le tarot, on va trouver effectivement le soleil au mois de juin et pas au mois d'août. Le soleil au 21 juin, c'est là où il est le plus haut dans le ciel. Donc effectivement, le symbole du soleil se trouve être dans la carte du tarot avec ses deux enfants. Ah oui, on voit les jeunes enfants surplombés par un soleil. Il n'est pas au mois d'août dans le lion, le soleil. Oui, c'est le signe qui précède. Parce que pour le août, c'est effectivement à Lyon, mais c'est Ishtar qui est en train de maîtriser le lion. En Égypte, elle le tient par la queue carrément, le lion. Et Égypte et Mésopotamie nous mettent l'hydre, c'est-à-dire le serpent pour nous, et le serpent est avec le lion et Ishtar sur son dos. Ce sont des pièces qui sont au Louvre, tout le monde peut le voir. Et ça, c'est la carte du tarot. Justement, au Louvre, on peut voir aussi le zodiaque de Dendera. Qu'est-ce que... Il est relié forcément là. Et là, on retrouve plus facilement le tarot. Ah bon? Comparer le tarot et l'astrologie, il faut passer par le zodiaque de Dendera. Oui, en partie. Tu peux donner un exemple d'interface? Effectivement, le soleil au 21 juin étant le plus haut dans le ciel, en déclinaison comme on dit, le soleil et les deux enfants sont la carte du tarot.
Et ça, c'est l'ancienne astrologie d'Égypte. Alors, prenons le cas du Verseau, le signe Verseau. Quel est son, on va prendre l'exemple, quelle est son origine, le signe du Verseau? Le Verseau, c'est le Oui, ça. renverseur. Mais en fait, dans beaucoup de civilisations, on le voit en tant que porteur d'eau. Ça, c'est Al-Soufi, 10e siècle, par exemple, où on voit le porteur d'eau, le bout de bois, les deux seaux qui sont tenus, exactement comme on a en Chine, c'est le porteur d'eau. Et le Verseau, c'est en fait le dieu Hapi, le dieu du Nil, qui a versé l'eau, qui fait la crue des fleuves. Mais ça, c'est au mois de juillet. Et pour changer par rapport aux saisons, décalage de saison, vu le décalage en latitude pour notre région, ce qui était en juillet, nous, on l'a mis en février pour la saison des pluies. Et c'est comme ça qu'on a modifié le zodiaque et qu'on fait nous au 25 décembre, ce que tous les autres faisaient au mois de juillet. Ah, d'accord. Moi, j'ai une autre explication. Tu sais, quand on regarde les images qui représentent le mois de janvier-février, on voit des gens attablés. Oui, tout à fait, le banquet. Oui. Voilà, c'est le banquet, ils sont attablés, il y a un feu à l'arrière, et sur la table, il y a effectivement des récipients. Il y a des plats, il y a des récipients, on sert à table. En fait. Et moi, je pensais que le Verseau pouvait être associé à pouvait évoquer cette espèce de banquet, justement, qui se produit au moment du Verseau, c'est au moment de l'hiver. Et d'ailleurs, dans la première lame du tarot, puisque à une certaine époque, le battleur, on trouve également une table avec des objets qui sont dessus, dont effectivement un récipient. Donc on peut penser que ça évoque l'époque où on faisait démarrer l'année en janvier, par exemple, au solstice d'hiver. Alors, les anciennes civilisations commençaient le compute en novembre. C'est ce que l'on voit avec le compute gaulois aussi. On commençait en novembre. Que d'autres commençaient en février et les autres commencent en juillet. On voit qu'il y a plusieurs démarrages selon les saisons. Oui, il y a effectivement, de même que les Juifs commencent, à un moment donné, ils commençaient à Pâques, après ils ont commencé l'année en septembre. Oui. Mais les maisons donc revenons un peu sur l'histoire du tarot. Les symboles du tarot, ils ont été dépris où? Ah, c'est purement astrologique au départ. Et l'ancienne forme. Le chariot, ça serait quoi le chariot par exemple? Le chariot, on voit qu'il a une décision à prendre et qu'il ne tient pas les rênes. Ça, c'est la carte classique des faits. Mais on a d'autres conducteurs de char dans la mythologie qu'on choix à faire aussi. Ça serait emprunté à l'astrologie? Oui, on a une carte bien connue du tarot, mais il faut choisir entre deux femmes. Amoureux. Voilà. On retrouve ça dans Seulement la mythologie, il nous est dit qu'il faut choisir entre Vénus et Aphrodite. Bon, Vénus et Aphrodite, c'est la même entité en fait. Oui. Alors, il s'agit de Vénus vénale, donc c'est Aphrodite les Grecs, et l'autre qui est Artémis, qui représente une noblesse, mais pas la chair. Et donc, cette carte du tarot, on la retrouve dans ce choix, mythologie grecque, où Hercule doit choisir entre ces deux femmes. Donc on retrouve toujours une forme plus ancienne du choix à faire. Oui, en effet, effectivement. La corne d'abondance est juin-juillet pour les anciennes civilisations, puisque c'est quand la corne du taureau apparaît à l'horizon. Hercule qui est en face arrache la corne du taureau, ça c'est la purement astronomique. Juin-juillet, c'est l'engrangement de la nourriture, c'est cette corne d'abondance. Nous continuons notre entretien. Effectivement, moi ce qui me... tous les symboles astronomiques, astrologiques, c'est une sorte de projection quelque part. Toujours. Oui. Ils ont projeté dans le ciel leur façon de vivre. Ce qui fait les différentes astrologies et mythologies, puisque chaque civilisation a des petites variantes.
Et ils sont toujours issus du même symbole au départ. C'est pour ça qu'il y a un calendrier commun, et après ils ont brodé chacun leur tour. Alors, est-ce que toi-même tu es astrologue? Bien sûr. Alors, comment tu... On va faire une petite parenthèse pour voir un peu. Comment tu travailles en astrologie? C'est un outil que tu maîtrises, tout à l'heure tu nous parlais que tu pouvais savoir quels étaient les signes de la famille, etc. À un moment donné, tu t'es décidé à apprendre l'astrologie, c'était après? Oh, j'avais 16 ans quand je faisais ça. Avant même d'avoir fait de l'astronomie? Bien sûr. Tu as fait d'abord dans l'astrologie avant d'être dans l'astronomie? Oui, puisque j'avais environ 16 ans quand j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait les thèmes de toute la famille pour voir ce que ça valait. Comparer le mien, celui de mes parents, mes grands-parents, après les oncles et les tantes, les cousins, cousines. Et puis je suis remonté aux arrière-grands-parents. Et puis bon, après j'ai fait des essais et j'ai vu que ça marchait pour certains. Et pour d'autres, ça ne tenait plus la route. Et puis je me suis posé des questions pourquoi ça ne marchait pas. Si c'était parce que les positions planétaires étaient fausses, que les éphémérides n'étaient pas fiables. Et puis après, je suis rentré dans l'astronomie pour pouvoir vérifier tout ça. Donc ton rapport à l'astrologie, il a évolué. Il y a des choses que tu avais commencé avec quel genre de bouquin? C'était en quelle époque? À l'époque, quand j'avais 16 ans, c'est les années 70 par là, avec les bouquins de Barbeau. Oui. Les éphémérides tous les 15 jours, à recalculer. Et donc toi, tu te considères comme... tu te retrouves dans ton thème astral? Ah bah oui, j'ai eu le temps de comparer, voir ce qui était fiable, valable, et puis ce qui n'est pas très sûr. Dans leur façon d'interpréter, oui. C'est sûr qu'avec les années d'expérience, on commence à savoir ce qui tient la route et pas. C'est pour ça que mes prévisions sont quand même un peu plus correctes. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait des prévisions? Alors quels sont tes secrets, quelles sont les techniques que tu privilégies? J'ai repris mon programme d'astronomie pour les éphémérides et je l'ai converti pour qu'il fasse les directions primaires, secondaires, symboliques, comme faisaient les anciens, et puis comparer toutes ces méthodes et voir ce qui est fiable entre toutes ces 5 méthodes, avec la RS. Donc il applique les 5 méthodes et après on compare ce qui se répète, ce qui se confirme et ce qui n'est pas confirmé par une autre méthode. Et puis alors, ça connaissait pas du tout ce travail que tu faisais. Alors qu'est-ce qui a survécu de tout ça? Tu combines toutes les méthodes ou bien il y en a qui te paraissent plus intéressantes? Le natal, ensuite c'est direction primaire, secondaire, symbolique, ça, RS. Et ça, tout ça, tu l'utilises tout ça, c'est grâce à l'informatique? Oui, je programmais tout ce qu'il fallait pour qu'il compare directement toutes ces méthodes-là. Et ce qui en ressort, bon, se confirme généralement avec les gens qui me disent oui. Et des recoupements, tu fais des Oui, recoupements? toujours. Donc tu as aussi un bagage informatique assez solide en fait. Oui, en tant que responsable du centre informatique, c'est... Et pour l'instant, tu n'as pas divulgué ou fait circuler ton logiciel? Ouais, quelques-uns l'ont vu, effectivement, il a tourné, il a même tourné à Paraxy, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu une grande diffusion, puisque quand on en a parlé, les gens n'ont pas bougé à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire? À la grande époque, il y a 20 ans de ça, quand on faisait ça à Paraxy, dans les années 80. En 92, où j'avais fait toute la collection de logiciels d'astrologie, chinois, maya et autres, aztèques. Et maintenant, ça serait mieux accepté aujourd'hui? Maintenant, il y a plus de demandes, oui. Il y a aussi plus de produits qui sont lancés sur le marché. Oui, et puis il y a plus de produits qui sont faux aussi, hélas. Puisque, pareil, là, il n'y a pas une norme NF là-dessus, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et à la fin, on a des rôles de surprise. Surtout quand il y a des différences de plusieurs degrés sur des positions planétaires, les gens se posent des questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer par l'astrologie? Qu'est-ce qu'on peut dire grâce à l'astrologie? Qu'est-ce qu'on peut prévoir par l'astrologie? Est-ce qu'il y a si on te demande comme ça la question, avec l'astrologie, qu'est-ce qu'on peut savoir à l'avance? Mais ça dans le domaine du travail ou de la santé, je peux convaincre pratiquement ça à la limite. La plupart du temps, les gens ont un problème avec la famille, avec un héritage, une succession, un problème financier, savoir si ils vont retrouver du travail, des grandes questions classiques, mais qui sont toujours confirmées dans le mois qui suit le thème. Et donc l'astrologie, je sais que tu as eu parfois des choses qui sont arrivées, comme les décès. Oui. Est-ce que ça, l'astrologie t'a aidé à passer ce cap ou
ou à t'y préparer? Ah bah oui, c'est vrai que quand 20 ans avant, on sait que c'est la date, enfin l'année où ça va se faire, on est obligé de se préparer. Oui, il est évident que depuis mon enfance, j'avais l'année de décès de mes grands-mères. J'ai pas été surpris quand elles sont parties à cette époque-là, puisque c'était prévu à 6 mois près. Et bon, j'ai fait ça aussi pour des personnes de l'extérieur de ma famille. Bon, bah, ils m'ont simplement donné sa date de naissance. La semaine suivante, je retournais en Bretagne. Bon, elle est morte à tel âge. Elle me dit oui, effectivement, elle est tombée de l'échelle en travaillant dans la ferme. Donc, à 6 mois près, j'ai toujours été juste sur l'âge de décès des gens. Comme s'il y avait une marge, une tolérance, 6 mois d'orbe, qui peut en plus ou en moins, mais effectivement, j'ai toujours trouvé les dates. Donc on pourrait faire des... La mort est un terrain qui convient à l'astrologie pour la valider. Oui. Oui, parce que la mort va avec la vie. Donc, dire après, quand il est mort, quand il va se réincarner, c'est une petite possibilité d'astrologie. Donc tu partages cet intérêt pour la mort avec par exemple Roger Eke, qui s'intéresse aussi beaucoup aux statistiques. Actuellement, il me propose même ses services à des compagnies d'assurance vie pour qu'ils choisissent leurs clients en rapport avec leur... Ah, mais après, c'est le problème déontologique. Est-ce qu'on doit le dire ou pas le dire aux gens? Bah, ils ne le disent pas aux gens, mais ils le disent aux assureurs. Si bon, quelqu'un est venu me voir, je ne lui ai pas dit que son père allait mourir dans les jours qui suivaient. Ça n'a pas loupé, une semaine après, il n'était plus là. Mais est-ce qu'on doit prévenir les gens? Est-ce qu'on doit leur dire ou pas leur dire? Ma mère, c'est différent. Elle fait une démarche envers son fils et dit, je veux savoir si je peux profiter de ma retraite. Bon, bah, je lui dis, tu as tant de temps à vivre. Elle en a profité. Mais c'était une démarche. Comment dire, on savait tous les deux pertinemment ce qu'il en était. Quelqu'un d'extérieur que je ne connais pas, lui dire but en blanc, votre père va mourir dans 2-3 jours, dans une semaine il n'est plus là, c'est pas toujours évident de lui dire ça, but en blanc, en pleine figure. Et alors au niveau la façon de le faire, de le dire, puis est-ce qu'on doit le dire ou pas? Est-ce que toi tu te sers l'astrologie par exemple pour prendre une décision, pour faire une chose, pour commencer une action, une entreprise, pour choisir un partenaire? Ah bon, on l'a fait ça déjà. Déjà avec Robert Romu, qui est un astrologue. Ah, vous l'auriez Lui-même avait fait l'étude astrologique pour savoir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Ah oui, tu as bien connu Robert. À l'époque, j'ai connu un parapsy. Bon, après, on s'est retrouvés au colloque. Oui. Je ne sais plus en quelle année, peut-être en 85, qu'on avait fait. 95. Je ne sais plus, enfin bon, c'est pas d'hier. d'hier. Il y a eu des tas de colloques. Et qu'il avait dit, tiens, on peut faire un partenariat, des éphémérides astronomiques pour que ce soit plus fiable dans mon programme. Parce que lui aussi, c'était pas un passionné d'informatique. Oui, il avait programmé lui-même. Il était plus calé que toi ou moins calé au niveau... C'était pas son métier, mais c'était son dada. Et après, il a demandé à un informaticien professionnel de l'aider, parce qu'il n'arrivait plus à suivre. Oui, il a travaillé avec Santoni aussi. Oui, au départ, oui. Puis bon, après, on l'a perdu parce qu'il était malade, et puis bon, il est mort comme ça, mais tout. Et non, l'année de la canicule. Oui, en fait, il est mort du foie, pas de la canicule. Non, je sais, mais en fin de compte, c'était... C'est puisque c'est son fils Sarald qui m'avait dit ça au téléphone. Oui, tout à fait, Harald Tornier, juriste. Donc, effectivement... Et bien souvent, des gens m'ont demandé si c'était le moment de démarrer une affaire, oui. Si c'était propice ou pas. Chose qu'ils n'ont pas fait, ils ont lancé une revue d'astrologie, elle n'a pas marché. Première chose à faire. Ils sont tous astrologues, pourquoi ils n'ont pas fait le Tu parles de quelle revue? Tu parles d'Astrologo? Tu parles de quelle revue? C'était Astro Café qu'on faisait du côté de Léon. Ah oui. C'était au Procope, non? Je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il y a ça à l'époque? Excuse-moi, je crois que je ne suis pas au courant du tout. J'ai un peu oublié là. Bon. Odéon? Oui, je vois pas. Oui, je ne sais plus le nom là. Enfin, j'ai un peu oublié tout ça, mais c'est vieux, il y a pas mal d'années. Mais alors, ces techniques, notamment les maisons, les directions, tout ça, comment est-ce que ça s'est mis en place? Oui, en fait, 12 lunaisons, ils ont tout fait 12 secteurs pour recommencer. Puis, ils ont tout divisé en 24 parties. C'était en lune montante, lune descendante, ce qui nous reste les 24 heures de la montre. Et puis, de 24 signes, on est redescendu à 12 signes, et puis ils ont tout découpé en 12 parties. Ah bon, alors donc, il y a un moment donné où on s'est passé du 24 au 12, c'est ça? Oui, parce que dans l'ancienne tradition chinoise, il y a encore les 24 signes chinois. Tibétains et Khmer ont toujours 24 signes. Et puisque c'est ce qu'on appelle les 24 stations du soleil.
Et on aurait voulu ajuster ça avec les 12 mois de l'année. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en serait arrivé? Pourquoi est-ce qu'au départ on avait choisi 24 d'abord? 12 lunes. Les lunes montantes et descendantes. C'est Ah oui, par deux. oui, d'accord. Et c'est le découpage qu'on retrouve dans le calendrier Oui, gaulois. d'accord. Chaque mois faisait deux. Vous comptez pour deux en fait. Et les 24 plaques qu'on retrouve en Égypte qui nous montraient les 15 jours sous tel signe, de telle constellation, de l'étoile dominante, Oui. qu'on retrouve dans les dynasties d'Égypte. Puisque ce sont les calendriers peints qui sont dans les tombes égyptiennes. On considérait un mois comme n'étant pas d'un seul tenant. Il y avait deux facettes. Il y avait le mois lunaire, mais bon, c'était 10 périodes de 36 jours, donc le 36 décans. C'est sur ce partage-là. C'était l'expression, quand il y avait 10 temps de 36 jours, c'était l'année 360 jours, plus les 4 jours hors du temps où étaient nées les 4 divinités, les 4 cours. Et on a vu par la suite un autre découpage du temps des Romains où c'était 10 temps. Ils n'ont plus. Oui, c'était 12 mois, comme nous, c'était 10 mois de 30 jours. Évidemment, l'année ne pouvait pas être solaire. C'était impossible. C'est intéressant, mais effectivement, il y avait. J'aimerais que tu nous expliques un peu mieux, pour nos auditeurs, la Lune faisait apparaître le nombre 36. Non, 28. Non, tout à l'heure, tu disais 36 décans. 10 périodes de 36 jours pendant les 360 degrés, Oui. les 360 jours, et les 4 jours hors du temps où étaient nés les 4 couples. D'accord. Qu'on retrouve aussi bien chez les Mayas qu'en Égypte, les épagomènes. Oui, effectivement, c'est un peu l'année bissextile, c'est ça, comme ça. Donc effectivement, on ne considérait pas le mois comme étant d'un seul tenant. En fait. Non, parce qu'en fait, il y avait le calendrier de chaque planète. Il y avait 2 mois. Ah oui. Là, il y avait le calendrier saturnien, donc c'était le cycle de Saturne 400 jours, qu'on retrouve chez les Mayas et qu'on retrouve en Inde. Mais c'était un cycle de 20 doigts multiplié par 20, 400 jours. Et donc un petit peu plus que le cycle de Saturne lui-même réellement. Et donc on va retrouver le cycle de Vénus, de Mercure, de la Lune, du Soleil lunaire, donc du Soleil lunaire comme on dit. Et c'est tous ces calendriers-là qui se mélangent. À propos de calendrier, justement, tu dois certainement être au courant de cette fameuse année 2012 là, qui est annoncée par un calendrier Maya. Est-ce que c'est sérieux comme argument? Ben non, c'est ce qu'on avait vu au colloque. Tu peux y Le revenir? départ Maya, c'est comme le départ védique du Mahabharata. Ils ont la même date. Le Mahabharata, il est fini. On est passé dans un nouveau cycle. Personne n'a bronché. C'est ce qu'on avait dit au colloque. Oui, et tous oui. les autres partent d'une date qui est fausse Maya et qui recule le temps, qui n'a plus rien à voir avec l'alignement planétaire. Donc ils sont complètement à côté de leur plaque tous. Donc là, on va se planter probablement. Ah ben là, complètement. Puisque c'est plus du tout l'alignement planétaire du départ. Si c'est le 18 février moins 3101 où toutes les planètes sont alignées. C'est le compute Maya et c'est le compute de l'Inde. On part de cycle où tout est en conjonction. Là, la conjonction a eu lieu il y a quelques années, personne n'a bronché, personne n'a dit qu'on est dans un nouveau cycle, une nouvelle ère. Il n'y en a pas un qui bouge. Ils restent sur une vieille astrologie, ils ne la remettent pas à jour. Alors évidemment, on ne va pas aller bien loin. Et alors, quelles sont les vraies échéances alors, à ton avis? L'échéance du cycle planétaire est passée et 2012 ne représente rien du tout qu'un bouquet. Et quand ça s'est passé, il y a eu quelque chose? Pas plus. Pas plus que les autres fois précédentes. Hein. Il n'y a pas eu la fin du monde et puis c'est pas une nouvelle vie. Hein. C'est une continuité. On est dans un nouveau cycle. Est-ce que tu pratiques l'astrologie mondiale, Didier? Un petit peu, pas trop. Mais Qu'est-ce que tu en penses? je m'occupe plus des gens particuliers qui viennent me demander de l'aide. La tendance mondiale, quoi, pas tellement. Alors, le thème natal, pour toi, c'est un outil À part valable. entière. Ouais. Mais le thème natal, il est chargé de quelque chose. Il est chargé. Est-ce que tu crois au karma, par exemple? Bien sûr. Donc tu pratiques Enfin, une ce sorte qu'on appelle karma, il y a le mot karma européen et l'astrologie karmique, qui est une autre expression, où c'est un chemin de vie. On prend le train en marche, on a cette vie-là, on s'arrête, on descend du train et on recommence une autre vie, on prend un autre train. Ça, c'est les cycles. C'est toute la différence entre les autres qui parlent de karma et qui savent pas ce que ça veut dire. Si on leur dit karma kanda, karma yoga, ils savent pas ce que c'est, ils ne savent pas.
Donc les gens foutent le mot à toutes les sauces, sauf à la réalité, quoi. Mais donc le thème astral, il s'explique par le karma de la personne, Bien sûr. c'est-à-dire ses vies antérieures, les épreuves qu'elle a, les choses qu'elle doit faire dans sa vie. Oui. Ce qu'on appelle le piège de vie, c'est son problème qu'il doit résoudre dans cette vie-là, sinon il replonge, tant qu'il n'a pas compris. C'est le fameux cercle, le cycle. D'accord. Et toi-même, d'ailleurs, tu nous avais parlé une fois, on t'avait vu dans une photo où tu étais en position de yogi. Ah, peut-être, oui. C'était en 2000, tu l'avais. Oui, peut-être que j'ai mis ça dans le... Oui, pour expliquer certaines choses, peut-être que j'avais placé une de ces photos là dans le Donc diaporama. tu as une culture bouddhique, hindouiste. Oui, c'est pour ça que j'ai fait l'astrologie chinoise, indienne, tibétaine. Justement, on dit beaucoup que l'astrologie chinoise est quand même très très différente de l'astrologie occidentale. On dit qu'elle est simplement une astrologie de calcul, mathématique, elle ne correspond pas au... Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils se sont tous simplifiés. Oui, Et au lieu de prendre les constellations comme elles sont, on met tout à 30 degrés, on fait un zodiaque fixe, on les a tout simplifié. Ils ont fait exactement pareil ici. On est héritier de l'administration grecque et romaine, on a hérité de cette astrologie-là, gréco-romaine comme on dit. Mais finalement, ils n'ont rien fait de différent en Chine. C'est toujours les mêmes constellations. La planète est dans telle constellation, ils lui donnent un autre nom. Mais c'est toujours la même astrologie. Ils ont une autre façon de vivre. Donc ils vont interpréter en fonction de leur façon de vivre, de leur culture. alors leur zodiaque, il est ça. Parce qu'ils ont une astrologie en fonction de leur tabou. Les autres pays sont tabous, il n'y a pas de limite, ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, la disparition du porc, ce serait lié au tabou du porc dans le zodiaque C'est possible. occidental. Parce que une personne qui vient de Russie me dit: oh, mais tu sais, les anciennes cartes postales, c'est les zodiaques chinois en Russie. C'était les mêmes calendriers, la même astrologie. Bon, maintenant c'est devenu oriental, christianisé, et puis on retrouve le culte grec des orthodoxes. Donc ça a balayé la culture dite chinoise. Mais c'était bien une culture asiatique chez eux avant. Alors, quelle est la culture qui a pris? La culture que l'Europe a léguée. Et cette culture européenne, elle vient d'où? À travers les Grecs et les Romains. Donc c'est la culture de Mésopotamie et d'Égypte. Oui, voilà. Et c'est là qu'a prévalu maintenant. C'est notre calendrier grégorien qui prévalut sur l'ancien compute chinois qui était en Russie. Alors justement, est-ce que tu penses que le métier d'astrologue, on dit souvent Je ne suis plus dans l'axe, là, limite. Non mais c'est bien qu'on te voit, on te voit avec de la verdure. Je suis de côté. C'est pas plus mal de temps en temps, il faut varier. Non, mais si vous ne voyez plus du tout. Non, non, mais tu disparais pas, un minimum. J'essaie de varier un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de cette idée très généralement reçue que, au départ, l'astronomie et l'astrologie, l'astronomie et l'astrologue, c'était la même chose? Pas du tout. Voilà, c'est ça, préciseur. Dès qu'on fait un peu d'archéologie, on voit qu'il y a le bureau des astrologues qui demande aux astrologues d'observer la nuit, de faire leur rapport aux astrologues. C'est bien deux corporations différentes. Absolument, oui. Il y a ceux qui sont exécutants, qui consignent, on a vu ça dans le ciel, et les autres qui sont chargés d'interpréter. Et oui. C'est deux castes différentes en Chine, complètement différents en Égypte. On voit la même chose au Mexique avec nos précolombiens. Il y a ceux qui observent et ceux qui interprètent, et ceux qui ont le droit d'interpréter. Et les autres qui sont pris avec des objets astronomiques, alors qu'ils ne sont pas astronomes, qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Alors, il n'y a pas plus sévère. En fin de compte, l'astronome, Il il y a a... une charte qui est héréditaire, et les enfants qui héritent de la charte du père, qui sont donc astrologues ou astronomes, mais l'astrologue a priorité sur tout le monde. C'est lui qui rend compte au roi, au chef. C'est lui qui dirige un peuple en disant on fait ça, on ne le fait pas. On ne fait pas ça parce que les génies vont être pas contents. Qu'est-ce que c'est? C'est le sorcier. C'est le marabout, tout ce qu'on veut, qui dit à un groupe on ne le fait pas. Et le chef exécute ce qu'il dit. Oui. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi, le fait que les astronomes, ils n'ont pas le même travail à faire que ceux Pas du tout. des astrologues. Non. Juste aujourd'hui est pareil. Eux, ils doivent décrire globalement et exhaustivement tout ce qui se passe dans le ciel. Oui, c'est Ils des ne observateurs. font pas de choix pas de choix stratégique, ils disent pas on va s'intéresser à telle configuration en particulier. Et alors quand tu dis ça aux astronomes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Tu leur dis que les astronomes Ils osent même pas discuter avec moi, à la limite. au service des astrologues. Ils n'osent même pas discuter avec moi de ça. Ils sont toujours sur la défensive. Comme ils savent que j'ai toujours raison en plus.
Les pauvres. Oui, oui, c'est bien d'avoir. Non, parce qu'on entend. Oui, ils sont pro astrologie, donc il n'y a pas de problème, on discute de quelle base de données informatiques, astronomiques, de quoi faire pour obtenir un bon résultat. À ce moment-là, il y a un discours. Sinon, les autres, ah oui, il faudrait que je vienne voir ce que tu fais, puis ils ne viennent jamais. Oui, en effet. Alors, tu as des souvenirs un peu amusants de tes relations avec les astronomes je sais pas, ou des. Parfois, ils te prennent à partie. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé justement de l'ouvrage, le nouvel ouvrage sur le que sais-je, là, de Frank Zappa? J'ai même pas lu. Bah, c'est quand même extraordinaire comme phénomène. C'est-à-dire que il y avait Madame Fuseau-Brèche Oui, qui avait fait son bouquin Le que sais-je en je 89. rire, je vais rigoler. Ah bon, bah, tu lui as dit une certaine vérité à Madame Fuseau-Brèche? Bah, elle va me prendre un parti comme si elle savait et moi pas. Je dis, ah bon, d'accord, c'est mon métier. Elle commence à me dire, oh oui, ils font tous astrologie, mais ils ne prennent pas l'unité astronomique comme référence, ils font pas ci, ils font pas ça. Elle n'était même pas elle-même dans ce que tu me donnais l'unité astronomique parce qu'elle n'y connaît rien. C'est une généticienne qui se fait passer pour astrophysicienne, alors que les astrophysiciens ne connaissent pas l'astronomie, qui ne peut rien faire d'astronomique ou d'astrologique, comme le cas de Daniel Cout, c'est un physicien, Oui, qui a fait c'est un astrophysicien, mais c'est pas un astronome, qui ne vient pas parler d'éphéméride, qui ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est un métier. Donc ça fait rire tous ces gens-là, ils veulent la ramener, ils ne connaissent rien du tout, ils ne connaissent même pas le b.a.-ba d'astronomie. Alors qu'est-ce qu'ils veulent aller l'appliquer à une astrologie? Donc il vient dire, tout le monde y était, pourquoi j'avais fait venir tout le monde à cette conférence de Daniel Cout? Oh, ça marche jamais l'astrologie, ah bon, alors qu'est-ce que je fais moi? Comment ça fait que ça marche? Pourquoi on m'en redemande? C'est par hasard? Et là, ils m'ont tous regardé comme un extraterrestre. Bah oui, moi je suis astronome, astrologue. Là, j'ai encore dit devant tout le monde, je ne suis pas gêné pour dire la vérité. Puis personne vient m'en parler, ils n'osent pas en parler. Ils ont trop peur des réponses, je ne sais pas. Pourquoi ils ne viennent pas m'en parler? Mais, comment dirais-je? Donc Zarka a été nommé il y a 4-5 ans comme devant refaire le bouquin de Madame Fuseau-Brèche. Oui. Et donc c'est lui qui a signé avec Kunt justement le nouveau que sais-je depuis quelques années. Et tu n'as pas pris connaissance de cet ouvrage? Non, pas du tout. Est-ce que tu as entendu parler de ce Philippe Zarka? Je vois pas qui c'est. C'est un astronome de la région parisienne. Je sais pas, parce que je ne le connais pas tous à l'observatoire. Oui, oui. Je vais me renseigner. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont que physiciens, et puis on les dit astronomes. Alors que, quand je suis à l'observatoire de Paris, je ne les connais pas, on ne sait pas d'où ils sortent. Ben, en tout cas, lui, c'est toi qui as peut-être dû faire le bouquin. Je me demande, oui. C'est toi qui aurais dû faire le bouquin. Dû, oui. Mais en fin de compte, ils ont trouvé ce monsieur qui s'est dévoué. Ouais. Alors il a fait une première présentation de tout ce qu'il savait sur l'astrologie, le b.a.-ba de l'astrologie, puis après il a développé des arguments. Et c'est pas la première fois qu'on prend pas un spécialiste. Avant il y avait Couder, il y avait Roger Couder, il y avait Paul Couder, oui. qui lui pendant 40 ans avait fait le c'était lui qui avait signé le bouquin sur l'astrologie. À ton avis, les astres, comment est-ce qu'ils agissent sur nous? C'est énergétique, c'est quoi à ton avis Mais encore une fois, c'est pas l'astre qui agit sur nous. C'est cette force qui l'a mis en place, qui a mis le monde en place. C'est ces énergies-là qui sont sur nous. Ah oui, tu veux dire que c'est des énergies qu'on a en commun, c'est ça? Oui. Parce que la voiture, elle fait rien s'il n'y a pas le chauffeur pour la conduire, elle ne bougera pas. Qu'est-ce qui anime la vie? Qu'est-ce qui anime ces planètes? Pourquoi elles sont à tel endroit? C'est quelle force qui les a mises en place? C'est plutôt ces forces-là qu'il faut comprendre, qui agissent sur nous. C'est ce que va dire le yogi. C'est pas l'objet lui-même. C'est l'âme de ce corps qui émane quelque chose. Un astre mort, il fera rien s'il est mort. Donc les astres, ce sont quoi? Ce sont des signes, ce sont des signaux, ce sont des forces, ce sont des énergies. C'est quoi un astre pour nous? L'astre, c'est un repère. C'est juste un point repère. Ah, d'accord. Donc c'est un repère. Quand les gens viennent me dire, oh là là, la planète nous fait des choses, mais moi, elle ne me fait rien du tout. Qu'est-ce qu'elle me ferait, la planète? Moi, je la prends en photo, je la regarde, j'observe. Oh, il y a une très mauvaise éclipse de lune. J'ai dit à tout le monde de se cacher, me disait l'autre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il est complètement fou. Nous, on fait des photos des éclipses depuis des générations. On n'est pas malade pour autant. C'est juste s'il ne faut pas se vacciner, on va mourir bientôt parce qu'il y a une éclipse. Oh, elle est très mauvaise. J'ai dit à tout le monde de se cacher, il tire les rideaux. J'ai dit, mais il n'est pas bien ou quoi, là? Mais le mot repère, tu veux dire que notre psychisme réagit quand il y a certains
certaines configurations qui se produisent, c'est Oui, ça? oui, il y a des phares, effectivement. Et on réagirait à ces Et qu'est-ce qui, déclenchements. oui. Et qu'est-ce qui ferait qu'on réagirait, on aurait été habitué à réagir? Ah, bah on est conditionné comme ça, oui. Alors on est conditionné par les anciennes civilisations ou on est conditionné par Par le cosmos? l'hérédité, oui. Comment? Bah, oui, parce que le cosmos qui nous a créés, de toute façon. S'il n'y avait pas une protection sur la Terre, on subirait toutes les radiations du monde. Donc effectivement, on est dans une bulle protégée pour que le corps vivant puisse survivre contre les radiations du soleil ou autre chose. Et sinon, on est influencé par tout ce qui est autour de nous. Est-ce que je ne sais pas à quelle philosophie tu te réfères. Tu connais Teilhard de Chardin, je sais pas. Oui, bien sûr. L'histoire de sphères successives. Oui, tout à fait, oui. Donc il y aurait une sorte de biosphère qui serait elle-même sous-tendue ou affectée par des sphères supplémentaires, des sphères supérieures. Oui. Dans un jeu comme ça de... Mais quelque part, tu dis aussi que ce sont les hommes qui se sont... qui ont décidé des repères qui étaient importants pour eux. Bien sûr. Et cette décision... Les premiers repères, c'est pour qu'ils puissent survivre dans la jungle. Oui. Et puis après, ils se sont fait d'autres repères plus fins, plus subtils, pour organiser leur petit rythme de vie chez eux ou dans leur petite communauté. Et nous, Au départ, c'était le troupeau, la grande quantité de gens. On ne peut pas parler de nation ou de village, mais c'était l'ensemble qui devait faire quelque chose pour pouvoir survivre. Mais alors ces repères, nous en aurions hérité la sensibilité. Quand tu parles hérédité depuis des générations. Oui. Donc quand l'enfant naît, il a une sorte de bagage génétique qui lui permet de capter certains repères, c'est ça? Ça me paraît assez vraisemblable comme point de vue, effectivement. Mais est-ce que ça renvoie pas, est-ce que c'est pas opposé au darwinisme et à la transmission des caractères acquis, tout ça? Enfin, il y a tout un débat sur l'évolution de l'espèce.